Bonjour à tous. Si l'on dit que l'être humain est un composé d'un corps et d'une âme, que veulent dire ces mots? On voit bien que l'être humain a un corps, mais il n'est pas le seul à en avoir un. Tous les animaux ont un corps et on pourrait au sens strict dire que l'animal a aussi une âme. Cependant, dirons-nous que tous les êtres vivants ont une âme? Parler de l'âme n'est-il pas employer un langage religieux qui ne conviendrait qu'à l'homme et qui n'aurait de sens que pour celui qui y croit? Mais qu'est-ce que l'âme? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui lors d'un entretien avec Aline Lisotte, docteur en philosophie et directeur de l'Institut Karol Wojtyla. Bien, bonjour. Nous avons à parcourir ensemble un long chemin. C'est-à-dire, nous avons à étudier ce qu'est la personne humaine. Et pourquoi comprendre la personne humaine? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus en danger, c'est effectivement la personne humaine dans son intégrité et dans ce qu'elle est. Nous allons bientôt affronter des réformes sur la bioéthique. Or, les lois de la bioéthique touchent fondamentalement la personne humaine. Mais qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? Nous avons tendance à dire une personne humaine, c'est un composé d'un corps et d'une âme. En réalité, ce n'est pas très juste. Parce que la personne humaine n'est pas un composé. Il n'y a pas l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Ce n'est pas un gâteau dans lequel on met plusieurs éléments pour faire une entité. La personne humaine, c'est un sujet unique. Et qu'est-ce qui fait ce sujet unique? Bien entendu, c'est un sujet qui est d'abord matériel. Et cette matière qu'on appelle le corps, nous en avons une perception existentielle tous les jours de notre vie. Quand nous nous réveillons le matin, nous sommes bien heureux de retrouver les mouvements de notre corps. Et si nous ne les retrouvions pas, ce serait inquiétant. Mais le corps seul n'est pas la personne. Un cadavre n'est plus le sujet d'une personne. Pour qu'il y ait une personne, il faut ce que l'on appelle en philosophie une information. Il faut qu'il y ait la réalité d'un acte qui informe le corps, et cet acte s'appelle l'âme. Le mot âme nous est familier. Sa définition l'est beaucoup moins. Qu'est-ce qu'une âme? La plupart du temps, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose de mystérieux, une sorte de mécanique, de substance, quelque chose qui est au cœur, enfoui dans le corps, et qu'on ne connaît pas bien. En réalité, personne n'a jamais pu voir son âme. Et pourtant, elle existe vraiment. Alors commençons par dire des choses capitales, même si elles ne sont pas évidentes. L'être humain n'est pas le seul être ayant une âme. Tout être vivant a une âme. Ce n'est pas la même,
Mais tout être vivant a une âme. On est un peu étonné si on dit que, par exemple, le plant de carotte a une âme, car s'il n'y en avait pas, il ne serait pas un être vivant. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a différentes sortes d'âmes? Et je répondrai oui. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins différents genres de vivants. Et cela, nous le savons facilement, c'est notre expérience. Il y a des vivants qui sont des végétaux. Le chêne est un être vivant, donc ce sont des êtres animés. Ils ont la vie végétative. Le deuxième genre, qui est extrêmement varié, c'est le genre animal, qui commence avec les bactéries, les êtres les plus frustes dans la vie animale, et qui va aussi, non pas se terminer avec le lion ou l'éléphant, mais se terminer avec l'homme, atteindre sa finalité avec l'homme. Car l'homme est aussi un animal. Mais ce n'est pas un animal supérieur seulement, c'est une autre sorte d'animal. C'est une autre espèce d'animal. Et je dois parler ici, à ce moment-là, de la troisième sorte de vie, la vie humaine. Chaque être de ces trois grands genres de vie, végétale, animale et humaine, est fondé sur quelque chose d'essentiel, un principe premier qui a le nom d'âme. Car chaque chose peut parler d'un être animé. Et un être animé, c'est un être vivant. Essayons maintenant rapidement, et là j'entre dans une question difficile, de pouvoir définir les deux éléments essentiels qui forment l'être vivant, sa matière et sa forme. Sa matière, je peux la toucher, je peux la voir, je peux même la sentir si elle a une odeur. C'est ce que j'appelle le corps. La pierre est aussi un corps, même si ce n'est pas un corps organisé, ayant des organes. C'est un corps puisque c'est un être matériel à 3 dimensions. Mais quand je parle d'un corps vivant, que ce soit l'hydre, la cellule, la bactérie, la carotte, le chou, ou du moins la plante, c'est un être qui est naturel et qui a des organes. Vous allez dire, mais quels sont les organes de la plante? Bien sûr, il faut bien des racines dans le sol et des produits de ces racines, que j'appellerais qui sortent du sol, qui captent la lumière pour faire la photosynthèse, pour faire la vie. Il y a donc des organes reproducteurs. Il y a donc des organes, même si ce ne sont pas les mêmes qu'un animal, disons, pleinement développé. De sorte que dans notre corps animal, que ce soit le corps du chien, le corps du chameau, de l'éléphant ou de l'homme, tous les organes capables de la vie animale existent. Car la vie animale, c'est une vie qui est fondée sur 2 éléments, la connaissance sensible qui se développe, un mouvement autonome, et puis une certaine capacité
d'expérience. Mais pour le moment, je laisse de côté ce qui va être propre à l'homme. De sorte que, mais je dois dire que dans tout être vivant, il y a donc un corps naturel. L'être vivant ne se produit pas artificiellement. Ce n'est pas une table, ce n'est pas une locomotive, ce n'est pas une voiture. L'être vivant, c'est un corps dont le principe est la nature. Mais cette nature donne à ce corps une organisation et permet à ce corps d'avoir des actes qui lui sont spécifiques selon la nature de son être vivant. Mais je n'ai pas encore abordé ce qu'était l'âme. Et là, j'entre dans quelque chose de plus difficile. Remarquons bien, je prends un ordinateur. Dans un ordinateur, qui n'est pas un être vivant, il y a un programme. Oui, mais si vous n'ouvrez pas votre ordinateur, le programme ne marche pas tout seul. Il va falloir de l'énergie, vous prenez cette énergie dans l'électricité qui fait marcher votre ordinateur, et là encore, faut-il qu'il y ait une intelligence d'une certaine manière pour mettre en acte le programme selon vos besoins. Et j'ai parlé à un moment donné d'énergie. En grec, le mot énergie, c'est énergeia. Il faut faire très attention. Nous avons toujours dans notre arrière-pensée qu'une énergie, c'est quelque chose d'extérieur. On met du carburant dans sa voiture et elle marche. On lui fournit de l'énergie. En réalité, c'est le moteur qui utilise l'énergie. Mais l'énergie de l'être vivant lui est intérieure et lui est propre. Et pour qu'elle lui soit propre, il faut quelque chose qui soit absolument premier. Et là, je viens de donner la première notion de l'âme, que ce soit l'âme du pommier, l'âme du chien ou l'âme de l'homme, c'est quelque chose de premier. Et ce quelque chose de premier s'appelle un acte. Le mot le plus difficile à comprendre, c'est ça. En français, nous parlons d'acter. En réalité, ce n'est pas très juste. Pour qu'il y ait quelque chose d'acté, il faut un acte. Cet acte en grec, et je vais vous donner le mot grec, qui est le plus important, s'appelle antelikeia. Antelikeia comporte le mot être. C'est-à-dire, l'acte, c'est ce qui fait que l'être est être, et il le dispose à atteindre une finalité, et c'est pour ça qu'on ajoute à entelekia une finalité qui fera que cet être pourra avoir une opération qui lui est propre. J'ai vraiment la définition de l'âme. Et je vais vous la donner lentement. Elle ne sera pas très imagée, mais si vous méditez bien sur les mots, vous saurez de quoi il s'agit. L'âme est donc un acte premier. Le mot premier est absolument important, parce que l'acte premier qu'est l'âme ne peut être remplacé par rien d'autre. Ce n'est pas l'ADN. On a l'intention de dire, mais c'est l'ADN, c'est le programme à partir duquel se fait la synthèse des protéines et se bâtit le corps, c'est exact. Mais mettez de l'ADN dans la flotte, comme disait le professeur Lejeune, ça ne fera absolument pas un être vivant. Et même, on peut retrouver dans des os archaïques du pharaon, par exemple, enterrés dans les pyramides, on peut retrouver l'ADN. Mais
Ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Le pharaon, c'est-à-dire qu'il n'est plus vivant. L'ADN est toujours là. Mais il n'a plus aucune matière pour exercer son programme. De sorte que l'ADN n'est pas premier. Pourquoi? Parce que l'ADN ne peut agir que dans un milieu vital. Et pour qu'il y ait un milieu vital, il faut un acte premier. De sorte que l'âme est donc cet acte premier. Alors si c'est un acte, ou cet acte est substantiel par lui-même, ou il existe par lui-même, à ce moment-là, la personne ne serait pas un être vivant. Elle serait plus que ça. Donc, cet acte premier doit être l'acte de quoi? D'un corps, d'un être à 3 dimensions. Ayant en plus de cela, il vient, et c'est un corps naturel, il est fait par la nature. Vous allez dire, mais à l'heure actuelle, on a du maïs transgénique, on peut bien fabriquer des végétaux. Oui, mais il faut quand même une matière vivante. Donc, c'est un corps naturel, physique. Il est organisé. Et organisé, ça ne veut pas dire simplement qu'on met de l'ordre dedans. Ça veut dire qu'il a des organes. Et le mot le plus difficile qui vient, c'est qu'il a la vie. C'est donc un corps non pas vivant, non pas en puissance à la vie, mais c'est un corps ayant la vie, puisqu'il est en acte premier. L'âme est donc l'acte premier d'un corps naturel ayant la vie en puissance. Alors, que vient faire le mot puissance là-dedans? Ça, c'est plus facile à comprendre. Je prends un petit enfant. Il naît. Il est tout gentil comme nourrisson. Il vit, il respire, il pleure, la ma-mère va s'en apercevoir assez vite. Il mange, il digère, il élimine. Il a donc une vie végétative bien installée. Il sent, parce que quand on le touche, il s'en aperçoit. Il a faim, il a soif. Il veut être dans les bras de sa maman. Il a donc toute une affectivité qui se développe. Et c'est un être humain. Donc, à un moment donné, il faudra qu'il ait, puisqu'il a l'âme, qui est une âme humaine, il faudra qu'il puisse avoir l'opération qui est propre à cette âme. Et l'opération qui est propre à une âme humaine, ce n'est pas seulement la vie végétative, ce n'est pas seulement la vie sensible, ce n'est pas seulement la vie affective, c'est en plus la vie de l'intelligence et de la volonté. Or, le petit bambin qui sort et qui est un nourrisson, il a beaucoup encore d'affectivité, mais vous ne pouvez pas lui demander de faire tout de suite les théorèmes de la géométrie d'Euclide. Il faudra qu'il apprenne. Il faudra qu'il ait une opération de son intelligence et qu'il soit capable de vouloir ou de ne pas vouloir. Capable de devenir, tout en étant un sujet libre et responsable, capable de comprendre ce que sont les choses, l'intelligence, et capable d'un développement intellectuel qui lui sera propre. Voilà ce que c'est que l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que le corps? Elle ne vient pas compléter l'âme. Le corps est vraiment le sujet de l'âme. Quand les deux se séparent, c'est la mort. Quand les deux s'unissent, c'est la vie. Et la vie commence quand? Quand il y a, au moment d'une cellule, un seul être qui résulte de l'union des principes séminaux qui donnent la vie, à ce moment-là, la vie qui est là est celle d'un être qui, en puissance, pourra avoir l'opération propre à son espèce. Alors, par conséquent, et vous voyez que le corps, c'est aussi très important.
tant que nous sommes en vie, comme on dit, les deux sont inséparables. La mort vient les séparer. Et pour ce qui est de l'être humain, ce que nous verrons au cours de cette série de vidéos, pour ce qui est d'un être humain, quelque chose subsiste, c'est l'opération immatérielle qui est celle de l'âme, laquelle n'a pas besoin d'un organe, mais a besoin de tout le corps pour être capable d'obtenir les matériaux sur lesquels l'intelligence agit et la volonté veut. Ces deux puissances, l'intelligence et la volonté, sont des puissances spirituelles. Rien n'empêche qu'elles ont l'âme comme principe premier. Et en raison de la spiritualité des puissances, intelligence et volonté, on peut parler d'une âme spirituelle. De sorte que l'âme humaine est spirituelle, car en plus d'être principe de la vie végétative, de la vie sensible, elle est aussi principe de la vie spirituelle. Mais il ne faut pas se méprendre. Nous n'avons qu'une âme. C'est-à-dire que plus la forme est supérieure, plus elle donne ce que donnent les formes inférieures. Ainsi, chez l'animal, il y a l'âme sensible qui donne en même temps le principe de la vie végétative et de la vie sensible. Chez l'être humain, il y a l'âme qu'on appelle intellective, qui donne à la fois le principe premier de la vie végétative, le principe de la vie sensible et le principe de la vie intellectuelle. C'est le premier point qu'il faut conserver et garder. Mais il y a plus. L'âme qui donne une forme supérieure à l'âme inférieure, par exemple, l'âme de la vie sensible, est hégémonique par rapport à la vie végétative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie végétative a son propre principe, mais elle est quand même gouvernée par la vie sensible. Ainsi, la plante se nourrit de ce qu'elle puise dans la terre et elle attend pour s'épanouir le soleil et la pluie. Mais plus l'animal est évolué, vie sensible, plus l'acte de se nourrir va changer. Bien sûr, on nourrit les ruminants en les faisant paître dans le champ, mais le tigre cherche sa nourriture. Le rat aussi, d'ailleurs. Et le rat aime bien la compagnie de l'homme, et je dois dire que je pense que ce n'est pas réciproque. Mais quand nous avons une âme dont l'acte premier permet les opérations de l'intelligence et de la volonté, cette âme donne aussi la vie sensible et la vie végétative. Et ça, c'est très remarquable chez l'homme. Ces deux espèces de vie inférieure reçoivent de l'âme spirituelle une certaine manière, un certain mode d'exister. Nous ne nous nourrissons pas comme la plante, nous ne nourrissons pas comme les animaux, nous préparons notre cuisine, nous avons une diversité de menus, nous pouvons même faire des excès ou poser des jeûnes, ça touche la vie végétative, mais l'âme intellectuelle règle non pas la chimie de la digestion, mais le mode de se nourrir. De même, la vie intellectuelle doit régler non pas l'acte même de la sensation, mais l'utilisation de nos sens
et surtout régler la vie affective, et elle le fait par la vertu. Quant à l'intelligence qui a son opération propre, à la volonté qui est la liberté, l'âme est le premier principe de ces opérations, mais ces deux facultés doivent atteindre par elles-mêmes leur objet propre, c'est-à-dire la vérité pour l'intelligence et l'amour du bien pour la volonté. Tout cela est donné par une seule âme, et chez l'homme, cette âme s'appelle bien entendu l'âme, mais il faut dire qu'elle est principe d'une grande distinction. En raison de toutes les opérations des puissances inférieures qu'elle dirige quant à leur mode d'existence, elle va faire que chaque individu, chaque personne humaine sera vraiment distincte quant à son mode d'existence d'une autre personne humaine. Et c'est pour cela qu'on dit que la personne a une dignité propre et qu'elle est à la source d'une distinction qui lui est parfaitement propre et que sur ce point, elle ne peut pas être aliénée et elle n'est que l'âme d'une personne humaine. Tous ces éléments que je viens de vous dire seront développés au fur et à mesure où les vidéos se développeront. Nous vous attendons pour la prochaine vidéo.